On va à présent s'intéresser au travail compliqué sur le terrain des aides humanitaires dans des zones dévastées. Et pour en parler, nous sommes avec Stéphanie Romion. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes donc directrice du département international de la Croix-Rouge en Belgique. Est-ce que vous m'entendez bien ? Ça va, oui, je vous entends, merci. Parfait, alors vous avez notamment travaillé au Liban, en Irak ou en Syrie. Alors première question, comment s'organise-t-on concrètement dans des scènes d'apocalypse avec des immeubles détruits, des corps, des blessés, des hôpitaux surchargés ? Bon, mais il y a plusieurs étapes, évidemment, qui se passent dans un ordre bien précis. La priorité, c'est de sauver des vies. Donc, il faut tout d'abord s'assurer que d'autres personnes, d'éviter que d'autres personnes soient blessées, par exemple en bouclant le périmètre. Et puis ensuite, il faut aller sur le site pour chercher les blessés. Donc, il faut mobiliser des ambulances, des véhicules d'intervention rapide, etc., qui vont pouvoir aller sur place, dénombrer le nombre de victimes et ensuite faire le tri. Faire le tri, c'est établir des priorités en fonction de l'état des blessés pour s'assurer que ce soit les blessés les plus critiques qui soient stabilisés et qui puissent être évacués vers les hôpitaux. Donc ça, c'est un travail évidemment très difficile pour les secouristes qui sont sur place. On met aussi en place des postes médicaux avancés, soit pour stabiliser les blessés graves, pour s'assurer qu'ils restent en vie jusqu'à l'hôpital, soit alors des postes de premier secours pour soigner les blessés légers qui n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital. Ça évite ainsi de surcharger les hôpitaux. Ensuite, les ambulances réfèrent les patients vers les hôpitaux. Et de là, les hôpitaux mettent aussi en place leur plan d'urgence pour les afflux de blessés de masse. Donc il y a un triage qui se met en place, il y a le circuit du patient qui est modifié par rapport à la normale, il faut un lieu d'accueil pour les familles, il faut que les salles d'opération soient libérées, donc on annule par exemple les opérations non urgentes. Vous imaginez évidemment que ce triage aujourd'hui avec ce qui se passe au Liban, mais avec ce qui se passe aussi avec le Covid, n'est pas du tout évident et ça complique encore plus l'opération. Et donc ensuite, il faut que les hôpitaux assurent l'approvisionnement en termes de matériel médical, de matériel paramédical. Il faut qu'ils renforcent les équipes médicales, etc. Et ça, on voit dans vos reportages que c'est une des choses les plus compliquées. Et justement, vous parliez de cette crise sanitaire aussi qui intervient au-delà de cette catastrophe. Est-ce que du coup, le personnel sur place va devoir porter des masques, mettre des gants, etc. Ah oui, il faut qu'on s'assure que non seulement on sauve des vies, mais qu'on évite aussi la transmission du virus, alors qu'on va avoir une foule qui est regroupée devant des hôpitaux. On a vu des images des familles qui veulent savoir un peu ce qui se passe. C'est un peu le point suivant là, c'est tout le côté de traçabilité. Donc c'est de savoir qui sont les victimes, qui sont leurs familles, est-ce que les familles sont prévenues, qui va les prévenir, comment, est-ce qu'ils ont besoin d'un support psychosocial, etc. Donc ça, c'est un peu les phases d'urgence pour sauver les vies au plus vite. Et alors, il y a tout l'autre pan, c'est pour les populations qui ne sont pas blessées, mais qui sont affectées d'une autre manière par l'explosion, par exemple avec la destruction de leur logement. Donc là, il faut mettre en place des structures d'hébergement d'urgence pour ces familles-là. Il faut qu'on puisse leur donner une assistance de base, de la nourriture, des produits d'hygiène, etc. L'idée ici, c'est qu'ils puissent rester en sécurité. Il faut aussi qu'on fasse attention aux populations vulnérables. Est-ce qu'il y a des enfants seuls qui ne trouvent plus leurs parents, qui ont perdu leurs parents, dont les parents sont morts peut-être dans l'explosion? Est-ce qu'il y a des femmes, des personnes âgées? Qu'est-ce qu'on met en place pour toutes ces populations-là? Ensuite, il y a évidemment donner des consignes à la population pour que les secouristes puissent faire leur travail. Donc, oui, dans ce cas-ci, on l'a vu sur les images, les habitants sont en état de choc, ils veulent aider et que c'est difficile aussi de gérer ça sur le terrain. Oui, tout à fait. Ils veulent aider, ils veulent transporter des blessés. Donc ça dépend un peu des pays et des événements. Mais ici, j'imagine que vu le nombre de blessés et de morts qu'il y a eu et de personnes affectées, il y a des dizaines et des dizaines d'ambulances qui font des allers-retours entre le site et l'hôpital pour amener les blessés dans les hôpitaux. Et là, donc l'idée, c'est de s'assurer que les gens restent chez eux pour que les routes restent libres, pour que les ambulances puissent faire leur travail. Un autre gros souci, par exemple, c'est le sang. Quand il y a autant de blessés, est-ce qu'on a assez de sang en réserve? Et on a vu qu'un appel aux dons international avait été lancé, justement. Voilà, donc appel aux dons, réserve de sang, banque de sang qui font des collectes à temps plein, etc. Puis évidemment, tout ce plan catastrophe, tout ce plan d'urgence, il faut coordonner les ambulances, il faut dispatcher les blessés vers les hôpitaux, quels hôpitaux ont encore de la capacité d'accueillir des blessés, etc.
Et, Donc ça, c'est un peu les premières heures après une catastrophe de cette ampleur. Sauver les vies, c'est ça le focus, quoi. et justement, les habitants ne vont jamais se remettre d'une telle catastrophe, mais combien de temps peut durer justement une aide humanitaire sur place après une telle catastrophe? Ah, ça peut durer longtemps, hein, ça peut durer très longtemps parce que là, on est sur le côté sauver des vies. Mais après ça, il faudra non seulement s'occuper des familles qui sont affectées en termes de logement, il y a aussi des familles qui ont perdu leurs moyens de subsistance, peut-être leur magasin, leur seul moyen de vivre. Donc, il y aura une assistance humanitaire et puis de développement qui devra se faire pendant des années. Il y aura des énormes gaps en termes d'appui psychosocial, hein, des familles qui ont été affectées dans un événement comme ça, des enfants qui se retrouvent seuls. Il y aura des problèmes de santé mentaux. Il y a les premiers secours en termes de santé mentale aussi qui sont très importants dans les premières heures. Et puis à terme, il faudra identifier les ménages affectés, œuvrer à la reconstruction, redonner les moyens de subsistance des ménages qui ont tout perdu. Il faudra déblayer, il faudra reconstruire les canalisations d'eau, l'électricité, les immeubles. Donc c'est un travail de longue haleine. Et alors Stéphanie Remion, dernière question, pour une catastrophe comme telle, une aide internationale est nécessaire? Vous travaillez en coopération avec différents pays? Oui, bien sûr. Donc la Croix-Rouge libanaise, là, ils sont vraiment sur les lignes de front en termes d'ambulance, de transport des blessés, de triage, de prise en charge des blessés légers, etc. Ils font tout ce qui est justement la traçabilité. Ils ont mis en place des abris pour 1000 familles en urgence. Ils ont mis en place une hotline pour que les familles qui ont perdu leur ou qui n'ont plus de logement puissent appeler, etc. Mais évidemment, tout ça, ça ne suffit pas. Il y a la prise en charge dans les hôpitaux, il faut du personnel, il faut du matériel, il faudra de la coopération au niveau de l'infrastructure. Ça va requérir beaucoup de temps et d'argent, effectivement, pour que les populations que tout revienne à la normale. Bien, merci Stéphanie Remion de nous avoir accordé ces quelques minutes dans cette émission pour parler donc de l'aide sur le terrain dans une catastrophe comme celle survenue hier au Liban.